est ambivalent parce que, alors qu'on est dans une société où les handicaps, les infirmes sont relativement nombreux, eh bien, l'infirmité physique est considérée comme le reflet de l'infirmité morale. Est-ce que c'est assez fort, Hubert? Oui. Donc, reflet de l'infirmité morale. Alors, je vais prendre un exemple parce que dans les sociétés du Moyen-Âge, les aveugles étaient relativement nombreux du fait de la mauvaise hygiène, de la mauvaise alimentation, du fait, par exemple, dans les périodes de croisade, du retour des croisés qui avaient les yeux brûlés par le soleil et la réverbération du sable, eh bien, l'handicapé aveugle, eh bien, cet aveuglement physique était aussi était considéré comme le signe de l'aveuglement moral. Et il y a une farce dont je ne me rappelle plus exactement le nom, je crois que c'est Le jeune garçon et l'aveugle, dans lequel l'aveugle qui est tourné en dérision est représenté comme aveugle parce que comment dire, cet aveuglement physique est la marque de son aveuglement moral, donc il a des caractères négatifs, il est vicieux, roué, rusé, etc. Les choses vont petit à petit évoluer un petit peu à partir du XVIe siècle, où l'on va porter un regard un petit peu différent. Ben, par exemple, l'Ode à la surdité de Joachim du Bellay, lui-même sourd, qui s'adresse à Ronsard, lui aussi sourd. Un juriste espagnol dont je me rappelle Lasso, je crois, je ne sais pas si tu connais, enfin, qui au XVIe siècle déclare que finalement, oui, les handicapés ont droit à avoir une progéniture. Au XVIIe siècle, et ça Michel Niaille en a parlé, le XVIIe siècle, donc l'infirme, s'il n'est pas inséré dans la vie familiale, dans le village, eh bien, il est condamné à la misère, à errer sur les routes et à mendier. Donc, l'infirme, en tant que miséreux, au XVIIe siècle, eh bien, il va subir le grand enfermement, puisque l'hôpital général est créé en 1650 et des poussières, et on y enferme qui? On y enferme les fous, on y enferme les pauvres, on y enferme les infirmes parce qu'ils sont là en tant que pauvres. En ce qui concerne finalement le grand changement conceptuel, eh bien, ce sera avec les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Kant, où on va voir émerger l'idée que tous les hommes sont égaux, qu'ils ont une égale dignité. On va voir par exemple Diderot publier, alors je crois que c'est une lettre aux aveugles et faire preuve de grande psychologie par rapport aussi aux aveugles. Et cela va se traduire par le fait que l'on va avoir un intérêt nouveau et un regard nouveau sur les handicapés. Alors, puisque j'ai pris la thématique de l'aveugle, je vais continuer avec celle-ci. Va se créer à Paris vers 1785 la première école pour aveugles, où enseignera Louis Braille, qui mettra au point le Braille. Pour les sourds aussi, je crois que c'est l'abbé de l'Épée qui, dans les années 1780 aussi, ouvre une école pour les sourds. Donc, on est en train, avec le siècle des Lumières, de changer, enfin la société change son regard sur le handicap. Les handicapés sont mieux reconduits. Au XIXe siècle, surtout à la fin du XIXe siècle, et là Michel Niaille en a un petit peu parlé en parlant des psychomorphologues, c'est le terme, il me semble, qu'il a utilisé, oui, les criminologues, c'est-à-dire à partir du moment où l'on a un certain physique, et bien cela correspond à une certaine, je dirais entre guillemets, tare sociale, avec ces théories-là, et puis les théories eugénistes qui se développent, où on a pour objectif d'améliorer les hommes, et puis surtout d'essayer de supprimer tout ce qui pourrait être tare physique,
tard social, puisque on n'utilise pas le terme de gène, mais en quelque sorte c'est en filigrane. Tout ce qui est criminel, eh bien, c'est quelque chose que l'on a par nature. Donc avec le développement de ces théories, les handicapés vont être soumis à une nouvelle exclusion, puisque finalement l'histoire du handicap, comme l'histoire de la pauvreté, c'est en général une histoire de l'exclusion. Donc nouvelle exclusion, et cela va aller de la simple, entre guillemets, stérilisation à l'acmé de ces théories eugénistes avec le nazisme, qui va allier théorie eugéniste et théorie raciale pour éliminer scientifiquement, puisque le corps médical, le corps scientifique était largement impliqué dans ce choix, tous ceux qui sont handicapés. Je prends un simple petit exemple. En Allemagne, donc dans les années 35, sont mis en place des sortes de maisons pour enfants où, après le diagnostic de 3 pédiatres qui ont plein exercice, eh bien, le gamin est déclaré apte à vivre, digne de vivre ou indigne de vivre, et par conséquent assassiné. Il y a eu à peu près une centaine de ces lieux en Allemagne et 5 à 6 000 victimes de cela. Ça s'est traduit aussi par toutes les lois, enfin tout le plan visant à éliminer les handicapés mentaux. Et en France aussi, puisque la France de Pétain était très proche de ces idéologies, et bien le traitement qu'ont subi les handicapés, en particulier les handicapés mentaux, on les a laissés crever de faim ou on les a carrément assassinés. Donc montre à quel point on peut en être dans la notion d'exclusion. L'exclusion, c'est aussi son point final, l'élimination physique. Paradoxalement, finalement, la barbarie nazie a amené une réflexion différente sur la notion de handicap, même si dans les pays anglo-saxons, eh bien, ces théories eugénistes, et on pourrait peut-être aussi en parler encore aujourd'hui à travers tout ce qui est diagnostic pré-implantatoire, donc ces théories eugénistes dans les années 1960 ont continué, puisque je crois que c'est en Suède où il y avait un programme de stérilisation de tous ceux qui étaient considérés comme personnes vulnérables, soit physiquement, soit même socialement. Et ça ne s'est achevé que dans les années 60. Alors, aujourd'hui, bon, je pense que c'est plutôt les intervenants suivants qui vont en parler bien mieux que moi. On est après avoir été pendant tous ces siècles finalement dans une thématique d'exclusion, on rentre dans une thématique plutôt d'intégration. En tout cas, intégration dans les discours, parce que moi je me demande, alors là c'est à titre citoyen, si finalement on n'est pas dans une société qui ne cesse de s'atomiser, et si sous le couvert de l'intégration, on n'est pas justement en train de créer de nouveaux ghettos, que ce soit les personnes âgées, on met dans des institutions, dans des maisons de retraite, que l'on parque finalement, ou que ce soit un ghetto géographique avec les personnes en difficulté sociale, que l'on parque là aussi dans des ghettos géographiques, les quartiers les plus pauvres.